Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte. Avec vous, nous allons parler de la voiture de fonction de Christophe Ferrari, le président de la métropole grenobloise. Nouveau psychodrame à la métro, sous fond de base politique et de vendetta personnelle par voie de justice. Alors, histoire de bien planter le décor, je vais tout simplement me contenter de vous lire le communiqué d'Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble. Ouvrez les guillemets. Monsieur Yann Mongabourou a dénoncé au parquet, en décembre 2021, l'utilisation d'un véhicule de service par le président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe Ferrari, dont il a eu connaissance par un tiers. Il s'agissait d'un fait unique, dénoncé sans justificatif dans un contexte de forte tension politique. Monsieur Mongabourou a été entendu, puis Monsieur Ferrari, et j'ai classé sans suite l'enquête pour absence d'infraction, ce dont j'ai tenu à informer le signalant et le mis en cause. Aucun recours n'a été formulé contre cette décision. Très récemment, le 16 septembre 2022, le parquet de Grenoble a été rendu destinataire d'un nouveau signalement plus détaillé, cette fois émanant d'une autre personne, employée de la métropole, et une enquête a été ordonnée le 30 septembre, confiée au service de police judiciaire de Grenoble pour détournement de biens par personne dépositaire ou chargée d'une mission de service public, article 432-15 du code pénal. Fermez les guillemets. Le Postillon, l'excellente feuille satirique locale, a publié un dossier de 5 pages dans lequel un certain Pascal, non, c'est pas Clairotte cette fois-ci, auteur du signalement, s'explique. On apprend dans le Dauphiné libéré que ce Pascal est Pascal Hardet ou Harder ou Harder, je sais pas comment ça se prononce. Je dirais donc Pascal Hardet et je prie l'intéressé de bien vouloir m'excuser si j'écorche son nom. Pas besoin d'être trotskiste pour poser la question « D'où parles-tu, camarade ?» Avant d'être recruté comme son chef de cabinet par Christophe Ferrari, Pascal Harder était le conseiller de David Bayard à la mairie de Paris. David Bayard, c'est l'adjoint Europe Écologie Les Verts de Anne Hidalgo, en charge de, tenez-vous bien, la transformation de l'espace public, de la mobilité et des transports. Donc c'est l'un des primo-responsables de la transformation de Paris en poubelle à ciel ouvert et en réserve de surmulot. Christophe Ferrari, qui est à couteau tiré avec les écologistes depuis son élection à la tête de la métropole grenobloise, va donc recruter comme chef de cabinet, qui est un poste clé, puisque c'est ce qu'on considère comme étant un petit peu affaire réservée, l'ancien conseiller d'un élu écologiste qui n'a pas la première connaissance de la métropole grenobloise, en croyant que tout cela va bien se passer. Sans compter que Christophe Ferrari avait recruté comme directeur de cabinet Wilfried Payès, un socialiste, visiblement beaucoup plus préoccupé par sa carrière politique à Bourg-les-Valences, où il avait besoin des écologistes pour se faire élire maire, ce qu'il a par ailleurs raté, que de réellement travailler à la réélection de son patron, comme doit le faire tout directeur de cabinet. Wilfried Payès, qui avait également tenté de faire blacklister l'éclaireur à la métropole de Grenoble. Il y a vraiment des moments où on se demande ce qu'ont les élus dans le ciboulot. Ça, c'est pour le contexte politique, qui, vous le voyez, parfaitement délétère et dont se plaint à juste titre Christophe Ferrari. Mais enfin, tout de même, c'est lui qui a donné le bâton pour se faire battre. Christophe Ferrari se défend dans un communiqué de presse assez lunaire, que nous vous mettons en lien plus bas, où on apprend par exemple qu'il s'est absenté 2 mois à l'occasion de la naissance de ses enfants à l'étranger. Alors, toutes nos sincères félicitations, monsieur Ferrari, mais en fait, votre vie privée, on s'en fiche un petit peu. Les électeurs argueront à raison que votre absence, pour quelque motif que ce soit, n'a pas à venir obérer le bon fonctionnement de la collectivité. Juridiquement, il faut comprendre la différence qu'il y a entre un véhicule de service et un véhicule de fonction. Personne ne reprochera à un élu d'avoir besoin d'utiliser, dans l'exercice strict de son mandat, un véhicule de la collectivité. Une voiture de fonction, c'est en revanche une toute autre affaire, puisque c'est un véhicule qui peut être aussi bien utilisé à titre professionnel qu'à titre privé, et constitue donc une rémunération qui donne lieu au paiement de charges sociales et à réintégration dans la déclaration d'impôt sur le revenu. En règle générale, les élus ne peuvent pas bénéficier d'avantages en nature, donc de voitures de fonction, pour une raison extrêmement simple, c'est que les élus ne sont pas employés par la collectivité, ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des fonctionnaires. Les élus municipaux et intercommunaux exercent leur mandat à titre gratuit et ne bénéficient que d'indemnités visant à compenser une éventuelle perte de revenus occasionnée par l'exercice de leur mandat, puisque ça demande bien évidemment du temps. L'utilisation d'une grosse berline avec chauffeur à titre privé est donc strictement prohibée. Et pour tout le reste, les élus peuvent se faire rembourser les frais occasionnés par l'exercice de leur mandat.
Des comportements du genre moi président, mon carrosse et mon cocher arrivons place Manan doivent effectivement cesser. On n'est plus sous l'ancien régime, d'autant que dans le contexte actuel de crise économique carabinée, c'est franchement déplacé. Un véhicule avec chauffeur réservé à l'usage du président de la métropole n'est donc absolument pas justifié. La métropole de Grenoble, c'est tout petit. Christophe Ferrari doit bien avoir le permis de conduire, comme tout un chacun. S'il l'a pas, tant pis pour lui. Et quant au chauffeur, à la limite, il peut être justifié durant l'exercice du mandat pour des raisons de sécurité. On a également appris à l'occasion de cette affaire que Christophe Ferrari cumule son emploi à plein temps de professeur des universités avec ses mandats de maire de Pont-de-Claix et de président de la métropole, ce qui est humainement impossible, à moins d'avoir, contrairement à nous, pauvres mortels, des journées qui durent 48 heures. On vous passe également le cas de l'ancienne chef de cabinet de Christophe Ferrari qui avait démissionné suite à son élection à la présidence de la communauté de communes de la Matésine et réemployée par ce même Christophe Ferrari comme collaboratrice de cabinet à Pont-de-Claix qui, après le licenciement de Pascal Arder, vient d'être réembauchée comme chef de cabinet de Christophe Ferrari à la métro. Cela met en lumière un problème symptomatique du fonctionnement de nos institutions, qu'elles soient nationales ou locales, à savoir que des gens qui s'engagent dans la vie publique, qui s'engagent en politique, ce qui est une excellente chose, vont bénéficier d'emplois dans des satellites, type syndicats mixtes, sociétés d'économie mixte, parcs naturels régionaux, ou bien dans d'autres collectivités, comme chargés de mission. Vous n'avez pas idée du nombre de chargés de mission dans les communes qui n'ont de mission que le titre. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire, nous verrons ce qu'il en adviendra. Christophe Ferrari a vraisemblablement beaucoup plus à craindre du fisc et d'un redressement fiscal que des foudres de la justice, puisque l'on constate que les enquêtes préliminaires qui sont ouvertes pour infraction à la probité publique tendent à être des enquêtes à durée indéterminée, qui prennent un temps absolument fou et un temps tellement long que les prévenus se retrouvent renvoyés devant un tribunal correctionnel et n'ont somme toute que peu de choses à craindre, comme on a pu le voir avec la fête des Tuiles, où une enquête préliminaire ayant duré 3 ans et demi, conduite dans l'opacité la plus totale, puisque personne n'a accès au dossier, et au demeurant bâclé, ne permet pas, mais en toute équité, à un tribunal de tenir qui que ce soit responsable, et surtout ceux qui devraient l'être, c'est-à-dire les donneurs d'ordre. Les élus le savent et jouent systématiquement là-dessus. L'enquête préliminaire, c'est du pain béni, puisqu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas de mise en cause nommément de certains responsables par un juge d'instruction, comme c'est le cas dans le cadre d'une information judiciaire. Ce sont pour des raisons strictement politiques que, dans des cas d'atteinte à la probité publique, les enquêtes préliminaires sont systématiquement favorisées à l'ouverture d'informations judiciaires. Un autre exemple est l'affaire Koller, qui a été classée, après enquête préliminaire, par le parquet national financier. Il a fallu une plainte avec constitution de partie civile d'anticorps pour qu'une information judiciaire soit ouverte et un juge d'instruction soit nommé, qui a enquêté et a trouvé suffisamment d'indices graves et concordants pour mettre en examen le sieur Alexis Koller, secrétaire général de l'Élysée. L'enquête préliminaire, dans 99% des cas, n'est préliminaire à rien.